Fondelatte raconte. Christophe Fondelatte. C'est l'une des histoires les plus hallucinantes parmi celles que je vous ai racontées. L'histoire en Belgique du pasteur Pandy. Il aurait assassiné ou fait tuer par l'une de ses filles 6 membres de sa famille, dont il aurait dissous les corps dans un pain d'acide. Réalisation signée Céline Lebras. Europe 1. Christophe Fondelatte. Un jour de janvier 1992, une jeune femme se présente au commissariat central de Bruxelles. « Madame, bonjour, je viens pour porter plainte. »« D'accord, pour quel motif ?»« Pour viol. »« Entendu, je vais voir si un officier est disponible. »« Allô ? C'est l'accueil ici. Tu es disponible pour une jeune femme qui veut porter plainte pour viol ? D'accord. C'est donc à un officier qu'elle raconte son histoire. Sa terrible histoire. Voilà, je m'appelle Agnès. Agnès Pandy. Et je viens vous voir parce que j'ai été violé. D'accord. Vous connaissez l'auteur ? Oui, je le connais très bien, c'est mon père. Votre père. D'accord. Et comment s'appelle-t-il ? András. András Pandy. Il est professeur de théologie ici à Bruxelles. À part ça, il dit qu'il est pasteur. D'accord. Et à quand remonte ce viol, mademoiselle ? La première fois, c'est quand j'avais 13 ans. Et aujourd'hui, quel âge avez-vous ? Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ça ferait donc 21 ans que son père, pasteur protestant, lui imposerait une relation incestueuse. Mais c'est pas tout. Il y a autre chose aussi que je veux vous dire. Autre chose. Je vous écoute. Eh bien, dans ma famille, il y a 6 personnes qui ont disparu. Et je crois que mon père, il y est pour quelque chose. Et là, il faut que je vous explique ce qu'elle appelle sa famille. Parce que sinon vous allez vous perdre, ça n'est pas simple. Son père, András Pandy, s'est marié une première fois avec sa mère, Ilona. Ils ont eu 3 enfants, dont Agnès qui est là, assise devant cet officier. Ils ont divorcé, son père s'est remarié avec Edith, qui avait déjà 3 enfants. Et ensemble, ils en ont fait 2 de plus, sachant que l'une des filles d'Edith avait elle-même un enfant. 3 plus 3 plus 2 plus 1, ça nous fait donc 9 enfants. Et c'est de cette grande famille dont Agnès parle quand elle dit aux policiers « Dans ma famille, il y a 6 personnes qui ont disparu. » Vous dites 6 personnes, mademoiselle ? Vous pouvez me donner des noms ? Eh bien oui, dans l'ordre... Il y a d'abord ma belle-mère. Edith, elle a disparu en 1986. En même temps que ma demi-sœur Andrea. Et puis il y a ma mère, Ilona. Je ne l'ai pas vue depuis 4 ans. Et mes 2 frères, Daniel et Zoltan, non plus. Et l'année d'après, en 89, c'est ma sœur Toune qui a disparu. Voilà. Edith, Andrea, Ilona, Daniel, Zoltan, Toune. Ça fait bien ces 6 disparitions en 6 ans. Plus, bien sûr, le viol d'Agnès pendant 21 ans. C'est une énorme affaire. Et bien sûr, les policiers bruxellois enregistrent la plainte. Et dans la foulée, ils convoquent le père, le pasteur Pandy, 65 ans, qui fait celui qui tombe des nues. Ça c'est confus, messieurs. Je vous prie de m'excuser. Ma fille,
Elle a des problèmes psychiatriques. Elle est un peu paranoïaque, vous voyez. Je ne l'ai jamais touchée, je vous assure. Et tous ces gens dont elle vous a parlé n'ont pas du tout disparu. Ils sont juste partis à l'étranger, voilà tout. D'accord. Et où sont-ils, alors? Eh bien, Edith, ma deuxième femme, est partie avec sa fille Andrea en Allemagne en 1985. Et depuis, d'ailleurs, elles sont revenues me voir. Hein. C'était à l'été 86, je crois, en août. Et après, d'ailleurs, j'ai ramené moi-même Andrea en Allemagne. Elles ont envoyé une carte postale, je me souviens, et un télégramme. Je les ai gardés. Hein. Et puis, une autre de mes belles-filles doit être au Canada, chez son oncle. D'accord. Et votre première épouse, Ilona, et vos fils, les frères d'Agnès, eux aussi? Votre fille Agnès dit qu'ils ont disparu. Elle est malade, je vous dis. Mes fils sont juste retournés dans le pays où j'ai grandi moi-même, en Hongrie. C'est d'ailleurs là-bas que nous nous sommes mariés, avec Ilona. Ils sont retournés en Hongrie, et Ilona est retournée en Hongrie, voilà tout. Avec les enfants, elle revient parfois en Belgique ou en France. Je crois bien que ma sœur a reçu une carte d'Ilona et de Daniel. Et puis je suis allé les voir aussi, en Hongrie. Il a l'air parfaitement sincère, hein, ce brave pasteur. Les policiers vérifient, bien sûr. Edith et sa fille Andrea lui ont bien envoyé un télégramme et une carte postale. Et le pasteur a bien un oncle au Canada. Par acquis de conscience, ils demandent à leurs homologues hongrois d'aller poser quelques questions dans la région natale des Pandis, en Hongrie, notamment aux gens de sa famille. Ah, mais les enfants d'Andras, on les a vus il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire qu'ils sont en parfaite santé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, pardon de vous avoir dérangé. Le pasteur Pandy n'a pas menti. Sa fille Agnès est une mytho. Alors bien sûr, il reste cette affaire d'inceste. Le parquet ouvre une instruction pour viol sur mineur. Mais au bout d'un an, le juge constate que son dossier est vide, qu'il n'a aucune preuve, aucun élément pour poursuivre Pandy. Et donc, en avril 1993, eh bien, il classe la plainte d'Agnès sans suite. Eh ben, on peut dire qu'elle nous a fait perdre du temps, hein, celle-là. Et on a bien failli en rester là. Sauf que dans les mois qui suivent, éclate l'affaire Dutroux. Marc Dutroux, le pédophile belge qui enfermait des gamines dans sa cave à Charleroi. Vous vous souvenez que cette affaire Dutroux a tourné au scandale politique? Eh bien, une commission parlementaire a fini par conclure que dans ce dossier, l'État belge, la police belge et la justice belge avaient été complètement nuls. En conséquence, la commission parlementaire a dit: il faut absolument rouvrir toutes les affaires de disparition qui ont été classées ces dernières années. Alors, les juges de Bruxelles, un peu penauds, ressortent leurs vieux cartons poussiéreux et ils tombent sur le dossier des 6 disparus de la famille Pandy. Et ils reprennent l'enquête à zéro, 4 ans après la plainte d'Agnès. Sans cette décision des parlementaires belges, vous n'auriez jamais entendu parler du pasteur Pandy. Jamais. À la police judiciaire de Bruxelles, c'est le commissaire Monsieur, patron de la crime, qui récupère cette histoire d'inceste et de disparition, peut-être hâtivement classée il y a 4 ans. Bon, à partir de maintenant, je ne veux plus qu'on me dérange. J'ai du travail. Et le commissaire épluche le dossier, 1 fois, 2 fois, 3 fois, en entier. Et comme l'avait fait son collègue il y a 4 ans, il appelle ses homologues hongrois. Sauf qu'entre-temps, le contexte a changé. En 1992, les Hongrois sortaient tout juste du communisme. Ils n'avaient absolument pas l'habitude d'échanger sincèrement des informations avec leurs collègues de l'Ouest. Mais là, 4 ans plus tard, les choses se sont normalisées.
Et ce que lui racontent les policiers hongrois est absolument stupéfiant. Bon, d'abord, je dois vous dire que les parents d'Edith Pandy eux-mêmes nous ont signalé la disparition de leur fille. Alors du coup, nous nous sommes lancés dans une enquête. Et ce que nous avons découvert, monsieur le commissaire, va sans doute beaucoup vous intéresser. Beaucoup? C'est peu dire. L'histoire est hallucinante. Les policiers hongrois ont découvert que quand le pasteur Pandy venait en Hongrie, pour ne pas éveiller la méfiance de sa famille, il engageait des figurants pour jouer le rôle de ses enfants. Des figurants. Alors il leur disait, je tourne un film sur ma vie, donc j'ai besoin de comédiens pour jouer mes enfants. Et donc il disait, il faut que je vous teste et je vais vous amener en Hongrie pour voir, en quelque sorte, si vous êtes de bons acteurs. Et donc, quand il allait chez ses parents et ses amis en Hongrie, Pandy emmenait des figurants en disant « Regardez comme ils sont beaux mes enfants ». Et c'est pour ça que quand la police hongroise a interrogé tous ces gens il y a 4 ans, ils ont dit de bonne foi « Les enfants de Pandy, je les ai vus, ils sont en parfaite santé ». Mais ça n'était pas ces enfants, c'étaient des comédiens. La tête du commissaire monsieur quand les Hongrois lui racontent tout ça. Bon, eh bien il a embauché des comédiens pour jouer le rôle de ses enfants. C'est probablement qu'il les a tués, sinon on voit pas bien pourquoi. Et ces 2 femmes aussi. Bon, j'appelle tout de suite le juge. Et le juge ouvre une instruction pour assassinat au pluriel. La suite est logique. Le pasteur András Pandy, qui a maintenant 70 ans, est arrêté et placé en garde à vue. Sauf que cette fois, en sa présence, les policiers perquisitionnent ses maisons. Il en a 3. Ce qu'il n'avait pas fait il y a 4 ans. Et là, comme qui dirait, ça dégringole. La perquisition commence au 54 rue Van der Meulen à Molenbeek. Une maison grise, à l'abandon. Dans la cuisine, un policier ouvre le frigo. Hé, venez voir ça. Dans le frigo, il y a 2 grosses pièces de viande, 2 gros morceaux de barbac, et rien d'autre. Et puis il fouille la pièce d'à côté. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une urne funéraire. Elle est pleine de cendres. Et c'est pas fini. Ils descendent à la cave. Il y a des traces de sang sur le mur de l'escalier. Et arrivé dans la cave, ils creusent sous la dalle de béton. Oh merde! Ils tombent sur des ossements. Et Pandy est là, bien sûr. Il assiste à la perquisition, comme c'est la règle. Oh bien, s'il y a des ossements, c'est sans doute parce qu'ils étaient là quand j'ai emménagé. Je dirais sûrement des animaux. Non, monsieur le pasteur, non. Ce sont des ossements humains. Une hanche, un fémur, une mâchoire et des dents. Ils sont là, manifestement, les membres de sa famille, entre le frigo, l'urne et les ossements. Le 20 octobre 1997, le juge inculpe András Pandy pour l'assassinat de ses 2 épouses, Edith et Ilona, de ses 4 enfants et beaux-enfants, Andrea, Daniel, Zoltán et Tund. Dans la foulée, les ossements, les cendres et la barbaque dans le frigo sont expertisés par la police scientifique. Et là, surprise. Ce que je peux vous dire, monsieur le juge, c'est que parmi les ossements, on retrouve un échantillon de 6 cadavres différents. D'accord. Les 6 membres disparus de la famille, autrement dit. Ah, pas du tout, monsieur le juge. Nous avons pratiqué des tests ADN. Aucun de ces ossements ne correspond aux 6 disparus de la famille Pandy. Strictement aucun. Ça voudrait dire qu'il en a tué d'autres? Oui, je le pense, monsieur le juge. D'autres? Mais alors qui? Un voisin raconte. J'ai vu plusieurs fois le pasteur avec des femmes qui venaient chez lui. C'était toujours des femmes différentes.
Et là, retour en Hongrie. Quand il rentrait au pays, le pasteur Pandy publiait de petites annonces matrimoniales dans des feuilles de chaux du coin. Pasteur cherche femme hongroise pour le rejoindre à Bruxelles, enfant bienvenu. Pandy a-t-il fait venir des femmes de Hongrie qu'il a ensuite tuées et démembrées une par une? Pour l'instant, ça n'est qu'une hypothèse. Mais elle tient la route. À un moment donné, bien sûr, le commissaire monsieur de la PJ de Bruxelles fait venir Agnès, la fille du pasteur, dans son bureau. Agnès qui, il y a 4 ans, a porté plainte. Agnès qui a dit qu'elle avait été violée par son père, et qu'on n'a pas cru. Agnès qui a accusé son père d'être responsable de la disparition de 6 membres de la famille, et qu'on n'a pas cru non plus. Maintenant, elle travaille à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Quand Agnès entre dans le bureau du commissaire, on pourrait imaginer qu'il est dans ses petits souliers, honteux que la police ne soit pas allée au bout de l'enquête il y a 4 ans. Eh bien, pas du tout. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a des doutes sur Agnès. Il a des doutes depuis qu'il a découvert que Timéa, la fille de la 2e femme de Pandy, Edith, celle qui est censée vivre au Canada, a porté plainte contre Agnès en 1985. J'ai la plainte sous les yeux, monsieur le commissaire. Timéa, à l'époque, a accusé Agnès Pandy de l'avoir frappé sur le crâne avec une barre de fer. Autrement dit, une tentative de meurtre. Et il y a eu une enquête? Non, parce que Timéa a finalement retiré sa plainte. Depuis qu'il a découvert ça, le juge se dit, elle n'est pas nette, cette Agnès. Alors quand elle s'assoit dans son bureau, en face de lui, il n'y va pas par 4 chemins. Mademoiselle, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas dit toute la vérité. Je me trompe? Non, vous avez raison. Je ne vous ai pas tout dit. Mais c'est parce que c'est grave, vous savez. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu un truc pareil. Et vous non plus. Ça fait maintenant 1 heure qu'Agnès est dans le bureau du commissaire. Et d'un coup, elle déballe toute son histoire. Au début, elle est victime. J'avais 13 ans quand mon père et ma mère ont divorcé. Et c'est là qu'il m'a, disons, imposé mes premières relations sexuelles. Et moi, j'ai rien dit. Elle n'a rien dit, dit-elle, parce que le pasteur tenait sa famille d'une main de fer. Elle raconte que les enfants ne sortaient jamais, sauf pour aller à l'école, et que pendant les grandes vacances, il les obligeait à peindre. Bon, vous allez me repeindre tous les meubles en noir. Et que quand c'était fini, ça ne va pas, hein, vous allez tout me repeindre en blanc. Un tyran, un pervers. Mais vous ne savez toujours pas à quel point. Agnès raconte qu'un jour de 1979, son père rencontre une autre femme, par des petites annonces. Edith, qui a déjà 3 filles d'un lit précédent. Pandy adopte les 3 enfants. Et ensemble, ils font 2 enfants de plus. Et Pandy étend sa tyrannie sur les 8 enfants. À partir de ce moment-là, il ne viole pas que moi. Il viole aussi Timéa, une des filles d'Edith. Elle avait 20 ans à l'époque. Et là, elle raconte que Timéa tombe enceinte. Et évidemment, pas question d'avorter. Un pasteur, pensez-vous, avorter, c'est péché. Et le pasteur ne veut pas pécher. Et là, il a demandé à sa femme, Edith, la mère de Timéa, eh bien de mettre un coussin sous sa robe pour faire croire que l'enfant, il était d'elle. Et donc, quand le bébé est né, officiellement, eh bien, c'était le fils d'Edith. Agnès, à ce moment-là, s'interrompt dans son récit. Et le juge, qui sait qu'elle n'a pas tout dit, tente alors un coup de poker. Mademoiselle, avez-vous essayé de tuer Timéa?
Oui. C'est lui qui vous l'a demandé. Oui. Il m'a dit, il faut empêcher Timéa de détruire notre famille. Il m'a dit, c'est toi qui vas le faire. Il avait peur que Timéa le dénonce. Alors un jour, Agnès appelle Timéa dans la cave. « Timéa, viens voir. J'ai trouvé de l'argent caché là-dessous. »« Ah bon? Fais voir. » Et là, elle lui balance un grand coup de barre de fer sur la tête. Timéa est groggy, mais consciente, et elle réussit à s'échapper. Mais elle porte plainte, et Pandy parvient à lui faire retirer sa plainte. Mais Timéa a senti le danger. Alors 6 mois plus tard, elle prend son fils sous le bras et elle s'envole pour le Canada. Elle met un océan entre les Pandy et elle. À ce moment-là, vous comprenez, Edith a compris que ses filles étaient en danger. Alors elle s'est enfuie avec sa fille Andrea, qui avait 14 ans. Mais elle raconte que Pandy les a retrouvées. Mon père les a amenés à la cave. Il a pris un gros marteau. Il a commencé par frapper Edith à la tête et après, avec le marteau, il a frappé Andrea. Et voilà. Il les a tuées toutes les deux. Mais pourquoi? Pourquoi les a-t-il tuées? Eh bien, il a dit que c'est parce qu'elle voulait l'accuser. Et alors que sont devenus ces cadavres? Les cadavres, eh bien, on les a coupés en morceaux. Vous noterez le « on » les a coupés en morceaux. Agnès a participé au démembrement de sa belle-mère et de sa fille Andrea. Et bah que. Et après, eh bien, on a mis les morceaux dans un bac qu'il avait rempli de Clinest. Le Clinest, c'est une sorte de desktop. C'est de l'acide. Elle dit que le lendemain, il n'y avait presque plus rien, et que ce qui restait, ils l'ont porté aux abattoirs. Son père et elle, main dans la main, ensemble. Voilà, Agnès est la complice de son père. Et vous allez voir, c'est pas fini. Loin de là. Agnès raconte au juge qu'en mars 1988, elle invite son frère Daniel à déjeuner, qu'elle prend une carabine 22 long rifle et qu'elle la bat à bout portant. Et puis elle appelle sa mère, Ilona. « Maman! Maman, viens vite, Daniel, il se sent pas bien. » Sa mère arrive et PAM! Agnès la dézingue à son tour. Et après, eh bien, on a découpé les corps et on les a mis dans le Clinest. Et voilà. Elle dit qu'un mois plus tard, c'est son père lui-même qui abat le deuxième frère, Zoltan, 22 ans. Bain d'acide, plus de traces. Quant à Tunde, la fille d'Edith, mon père l'a tuée aussi, hein, forcément. Elle avait quel âge? 17, 18 ans. Il l'a violée aussi. Ça faisait plusieurs années. À la fin de ces aveux incroyables, Agnès Pandy est inculpée pour assassinat et tentative d'assassinat. Quelle affaire! Quelle affaire de fou! Agnès a avoué, mais pour l'instant, pas son père. Le pasteur continue de dire qu'il n'a rien fait. Et comme il est fondamentalement pervers et manipulateur, il propose au juge un marché. En prison, vous savez, monsieur le juge, vous savez, les conditions sont difficiles. Alors si vous me donniez de l'argent pour améliorer l'ordinaire, peut-être je pourrais dire des choses. Il veut de l'argent, on le lui en donne. Mais il ne crache pas la Valda pour autant. Mais toutes ces disparues, ce sont des victimes d'une secte. Et puis c'est tout. Ils se cachent. Ils se sont retirés du monde.
Ils sont absolument pas morts. Et après, il sert une version qu'il a déjà servie il y a 4 ans. Agnès est folle. Je n'ai jamais tué, et ma fille non plus. Je vous avoue que j'éprouve une peine toute paternelle parce que ma fille est malade et elle raconte pas la vérité. Et les cadavres dans la cave. Mais c'est qu'il devait y avoir un cimetière avant, à cet endroit-là. Indécrottable, pasteur. Est-ce qu'on peut vraiment dissoudre des corps dans un bain de Kleenex? Le juge demande qu'on vérifie. On récupère à la morgue un corps légué à la science, on le plonge dans du Kleenex, et au bout de quelques heures, il ne reste que des ossements. Sur ce point, le récit d'Agnès est crédible. Et maintenant, il faut les juger, ces deux-là. Le procès s'ouvre le 28 février 2002 au Palais de justice de Bruxelles. Et ils sont là, dans le box, quasiment côte à côte, à 3 mètres l'un de l'autre. Le père et la fille. Agnès, qui est à la fois l'accusée et le principal témoin, parce que tout le procès repose sur elle. À part son témoignage, il n'y a aucune preuve. Mademoiselle Pandy, pour quelle raison est-ce que votre père aurait tué ces 6 personnes? En fait, je crois que tout a commencé quand Timéa, après la naissance de son bébé, a voulu s'éloigner, prendre son indépendance, quand il a perdu le contrôle de Timéa. Et là, il a tué tous les témoins, c'est-à-dire toute la famille. Et vous, mademoiselle, pourquoi est-ce que vous avez participé à tout cela? Parce que j'étais pas prête à couper les ponts avec Pandy. À chaque fois, j'espérais que ce serait la dernière fois. Je me sens coupable de ce que j'ai fait. J'ai agi contre ma volonté et contre ma nature. András Pandy, lui, reste stoïque. S'il a couché avec ses filles, c'est parce qu'elle le voulait. Quant aux disparus, ils sont vivants. Vous savez, ils ont un travail très lucratif. Ils disposent d'un avion et d'un hélicoptère privé. Et moi, je communique avec eux, même depuis ma prison. Et comment communiquez-vous avec eux depuis votre cellule, monsieur? Via les anges, monsieur le président. De toute façon, c'est au parquet de prouver qu'ils sont morts. Il dit aussi que si Timéa a eu un fils de lui, ça n'est pas du tout parce qu'il a couché avec elle, c'est parce qu'elle lui a volé son sperme dans un préservatif. Délire! Le moment fort du procès, c'est quand le juge d'instruction vient à la barre dire qu'Agnès était la prochaine sur la liste. Je crois qu'Agnès doit la vie sauve à l'arrestation de son père. Elle était sa prochaine victime. Son enlèvement était programmé. Il la surveillait à la sortie de son travail. Il avait prévu de l'endormir, de l'enfermer dans un coffre sur le toit de sa voiture et de l'emmener dans sa maison de vacances en Hongrie, où il l'aurait fait disparaître. András Pandy est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Agnès prend 21 ans, un peu moins que les 25 ans réclamés par l'avocat général. András Pandy est mort en prison en 2013 et Agnès est sortie de prison en 2010. Et depuis, elle est devenue nonne. Elle est rentrée au couvent. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour cette histoire. Yves Smag, vous avez couvert toute cette affaire à l'époque pour votre journal La Voix du Nord et vous venez tout juste de publier un petit livre absolument passionnant et j'ajoute extrêmement bien écrit aux éditions
La Voix, livre qui s'appelle La cave de l'horreur du pasteur Pandy. À votre connaissance, Yves, est-ce qu'Agnès est toujours dans un monastère? Oui, oui, elle y est toujours. Enfin, je n'ai pas beaucoup de ses nouvelles, mais d'après ce qu'on sait, elle est toujours à 64 ans dans ce monastère de Bruges. Elle a voulu changer de nom, hein, c'est ça, ne plus s'appeler Pandy. Oui, c'est ça. Elle avait demandé comment dire, à la justice de pouvoir transformer son nom, ce qui lui a été refusé en fait. C'est idiot. Lui est mort d'un cancer, c'est ça? Oui, voilà, il est mort d'un cancer et il s'est retrouvé d'ailleurs à cette époque-là à la prison de Bruges qui dispose d'une unité médicale, là où sa fille d'ailleurs avait été emprisonnée. Jusqu'au bout où il a été dans le déni. Il aurait voulu faire un livre, racontez-vous? Oui, oui, il voulait écrire la véritable histoire du pasteur Pandy. Il ne communiquait pas beaucoup avec les autres détenus à Louvain central, là où il était détenu. Il communiquait surtout avec un prêtre où il lui avait raconté que les anges lui parlaient et que toute sa famille était encore vivante. Donc ce déni était devenu un délire, quoi, total. Et alors, vous dites aussi, dans votre livre, qu'un de ses fils a prétendu à un moment qu'il voulait, lui, poursuivre l'œuvre de son père. Oui, oui, son fils Andras, qui s'appelle aussi Andras d'ailleurs, Oui. avec un autre prénom, mais oui, oui, tout à fait. Mais il était soumis, très perturbé parce qu'il a été, comment dire, il se retrouvait au tribunal lors du procès. Et quand le président l'a appelé à la barre pour qu'il témoigne, il a été incapable de sortir 2 mots, quoi. Et c'est quelqu'un qui a été totalement brisé par cette histoire. Et bon, alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, lui, Mais qu'est-ce il qu'il était disait? très perturbé psychologiquement, pardon. Oui. Il disait vraiment, je veux poursuivre l'œuvre de mon père. Oui, il a dit ça au point que sa sœur, la seule qui survit à cette histoire avec lui-même, a pris peur et a donc alerté la justice, la police sur ce sujet. Donc, Yves, il a été condamné pour l'assassinat des 6 membres de sa famille. Mais pas plus. Alors les ossements qu'on a retrouvés chez lui, d'où ils viennent? Bien, on sait pas très bien, c'est-à-dire que dans cette cave, parce que la première cave au départ, quand on creuse et qu'on découvre cette histoire-là, il y a effectivement des ossements humains et tout le monde se dit oh là là, c'est vraiment les membres de sa famille. Comme vous l'avez décrit vous-même, l'ADN ne correspond pas. Il y a d'autres ADN de personnes dans cette cave. Est-ce que ce seraient des gens qui auraient été tués par le pasteur Pandy ou bien s'agit-il comme on l'a expliqué à un moment, d'un remblai venant de terre D'un cimetière. où il y avait un cimetière. Oui, voilà, voilà. Parce que toutes ces maisons ont été construites sur des remblais qui venaient d'un cimetière et ce seraient peut-être des ossements vieux du XVIe ou XVIIe siècle. Mais, comment dire, on n'a jamais su véritablement ce qu'il en était et le pasteur Pandy est mort avec ses secrets. Ça ne serait pas donc des ossements de filles hongroises qu'il aurait fait venir et qu'il aurait tuées? Non, 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 parce que effectivement, le bruit a couru à un moment, et puis en fait, la police hongroise a retrouvé les 8 femmes qu'il avait contactées par petites annonces et dont on avait dit qu'elles avaient pu disparaître en Belgique, ce qui n'est pas le cas du tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, vous, trouvé dans l'histoire d'Andras Pandy une explication, quelque chose, hein, qui pourrait expliquer qu'il soit devenu psychopathe? Non, c'est un petit peu difficile parce que moi je me suis beaucoup interrogé, sans doute comme tous ceux qui pourront lire ce livre, sur le fait que quelqu'un qui appartient à l'humanité devienne ici une sorte de monstre et qu'il sorte de cette humanité par ses actes. Alors on dit que le pasteur Pandy vivait à l'époque, il est né à Chop ou Tchap, enfin bon, c'est une ville qui se trouve aujourd'hui en Ukraine, qui est aux confins qui a été hongroise, tchèque, enfin qui a connu tous ces mélanges de l'Europe orientale, et il vivait dans une communauté hongroise très fermée sur elle-même, avec un côté un petit peu, j'allais dire pas sectaire, mais presque en fait, et on se dit que son enfance, dont on connaît peu de choses et sur laquelle la police a pu enquêter, on se dit, c'est ce qu'ont dit les psychiatres notamment au procès, on se dit que cette enfance-là aurait pu jouer. Agnès suggère, elle,
que c'est le départ de Timéa avec le bébé qu'il lui a fait, mais qu'il n'a pas assumé, qu'il a fait assumer par sa femme. C'est Timéa qui a tout déclenché. Le fait qu'elle parte, il s'est dit, elle est la seule à me résister, elle va me balancer, je tue tous les témoins. Il semble que ce soit effectivement le point de bascule. C'est-à-dire, à un moment, le pasteur Pandy est quelqu'un de tout puissant sur sa famille, hein, vous l'avez expliqué, qui traite assez mal ses enfants, qui n'ont pas le droit de sortir d'ailleurs de la maison en général, il les surveille énormément. Et puis, à un moment où, il a un enfant de sa belle-fille, Timéa, qu'il fait passer pour... Un enfant de sa femme ? Oui, voilà, exactement. Il entend l'adopter, il veut le garder. Et Timéa, qui a souffert de tout ça, ne l'entend pas de cette oreille. Et tout d'un coup, un membre de la famille s'élève contre sa toute-puissance. Et là, il y a quelque chose d'insupportable. C'est un peu le début. C'est un petit peu ce qu'on a connu pour Dupont de Ligonnès ou Jean-Claude Roman, par exemple, en Isère, quand tout d'un coup, les auteurs de mensonges vont être confrontés à leur réalité et qu'ils ne supportent pas. Effectivement. Alors, question, est-ce qu'il était vraiment pasteur, András Pandy ? Oui. Alors moi, quand j'arrive là-bas et qu'on me dit, au tout début, quand on découvre cette histoire et qu'on me dit, c'est le pasteur Pandy, je me dis, c'est une blague. C'est un transfuge de l'Est qui s'est fait passer pour un pasteur. Et puis en fait, non, c'est quelqu'un qui a fait des études à Debrecen, qui est une des villes d'Hongrie où se trouve vraiment une vraie culture protestante. Il a suivi des études là, il a poursuivi et il a été vraiment pasteur de l'église hongroise de Belgique. Il a été d'abord pasteur en Suisse, puis après à Liège, puis après à Bruxelles. Et alors le temple, son temple, était au rez-de-chaussée de la maison où on a trouvé les ossements, la maison de l'horreur. Oui, le temple était financé d'ailleurs en bonne partie par les fidèles. Ce temple se trouvait au rez-de-chaussée. Et d'ailleurs, avant d'avoir des rapports sexuels avec sa fille Agnès, il la faisait passer par tout un rituel, par ce temple, comme si elle aurait été absoute ensuite. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui se passait, mais il y avait une sorte de rituel avec ce temple. Et vous racontez d'ailleurs aussi dans votre livre au passage que pour acheter cette maison, il a détourné l'argent de ses fidèles. C'était aussi un escroc, quoi. Oui, parce qu'on se demande, alors tout d'un coup, on lui dit d'abord c'est un pasteur, on a du mal à le croire, oui. Puis après, il a 3 maisons. Enfin, il en a même plus, puisqu'il en a une en Hongrie. Oui. On se dit comment un pasteur peut-il avoir 3 maisons ? Bon, c'est bien que c'est pas des grandes demeures, ce ne sont pas des châteaux, c'est des maisons à Molenbeek et puis une à Bruxelles, mais quand même. Et donc, on découvre petit à petit que ces fidèles ont financé 2 de ces maisons qui étaient des maisons associatives, dont il s'est emparé, le quai de l'industrie et puis une autre maison, et puis qu'il aurait, c'est ce que disent certains membres de la communauté, il a escroqué des fidèles complètement, en les menaçant sous des fausses lettres, en les menaçant de les faire repartir en Hongrie parce que c'était des exilés hongrois qui avaient fui le régime communiste à l'époque et qui ne voulaient absolument pas y retourner. Alors maintenant, technique. J'arrive pas, je vous le dis franchement, à croire cette histoire de Clinest qui permettrait de dissoudre entièrement un corps en 24 heures. Et pourtant, j'ai raconté, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, que les policiers ont fait des tests et que ça marche. Mais j'y crois pas. Oui, parce qu'au début, on n'y croit pas non plus quand c'est Agnès qui révèle ce type de détails-là. Donc, on pense que c'est du desktop, d'ailleurs. Et des confrères allemands essayent de faire dissoudre de la viande dans du desktop, ça marche pas. Une côtelette. Les confrères de la Libre Belgique, oui, une côtelette. Et les confrères de la Libre Belgique disent qu'ils vont faire la même chose. Alors, ça semble un peu une farce, sauf que c'est un petit peu terrible. Et en fait, il ne s'agit pas de desktop, il s'agit de Kleenex. Et c'est pas le Kleenex qui est à l'époque en vente en boutique, c'est un Kleenex qui est beaucoup plus fort qui est industriel, et qui est interdit à la vente. Voilà, oui, industriel, interdit à la vente. D'accord. Et donc ça marche. Vous me confirmez qu'on peut dissoudre un corps en 24 heures dans du Kleenex industriel ? Oui, entièrement. Enfin, il reste le pasteur Pandy démembré quand même, enlevé toutes les parties qui étaient reconnaissables, c'est-à-dire les mains, les pieds, la tête, et c'est ça qu'il faisait dissoudre dans du Kleenex et du Kleenex à valeur industrielle. Et d'ailleurs, le juge Bulté, puisqu'il n'en existe plus sur le marché, va contraindre la firme à recréer une partie de ce Kleenex pour justement cette expérience. Alors,
Pour terminer, il y a quelque chose de vertigineux, parce que si il n'y avait pas eu l'affaire Dutroux, il ne se serait rien passé. Pour les Belges, ça doit être difficile, ça à assumer. Oui, ben, je suppose, mais bon, la Voie du Nord, vous savez, c'est assez proche de la Belgique quand même, donc on est dans le nord de la France, et pour nous, la Belgique, c'est le pays de Tintin, des Schtroumpfs, enfin, bon, c'est un pays bon vivant, où les gens sont sympathiques, où il n'y a pas de soucis par rapport à ça, et en l'espace d'un temps, on a l'affaire Marc Dutroux, on a l'affaire du dépeceur de monstres, que vous avez traité aussi à un moment, hein, et puis on a cette affaire-là, quoi. Et d'un coup, les Belges n'en reviennent pas, quoi. Ils ne comprennent pas, quoi. En fait, l'affaire Dutroux aura servi de déclencheur, étant donné que tout le monde s'est accusé, hein, les gendarmes ont accusé la justice qui a accusé les gendarmes, les policiers ont accusé les gendarmes, bref, et puis il y a eu des commissions d'enquête, et on a mis en place des procédures qui doivent permettre de ne plus arriver à ce genre de choses. Yves Smag, je conseille donc à nos auditeurs ce petit livre qui en fait est un livre aussi avec une écriture très, très littéraire. Moi j'ai adoré, ça se lit assez vite. Hein. Ça s'appelle La cave de l'horreur du pasteur Pandy. C'est publié aux éditions La Voix. On de la raconte. Des dizaines d'histoires à écouter sur votre application de podcast.